BFM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Vous êtes patron, vous êtes salarié, vous êtes indépendant. Cette émission est faite pour vous. On répond à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Il y a une adresse à connaître. Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr. Bienvenue chez vous. Vous n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux de l'émission. LinkedIn, X, les lives sont lancés. Et puis le petit QR code, si vous êtes avec nous à la télévision, vous le flashez et directement vous posez vos questions à nos 4 experts du jour. Et autour de ce plateau, aujourd'hui, notre juriste Élise Bénéat, avocate chez Depardieu, Broca, Maffei. Merci d'être avec nous. Élise, Sébastien Foy, président de Léonard Conseil, Guylaine Soavi, fondatrice de l'AECD et d'IDEF. Ces deux associations qui œuvrent pour la formation et la reconversion professionnelle. Ce sont des sujets dont on va parler avec vous aujourd'hui. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Et Philippe Fourquet, à vos côtés, président de la Fédération des associations. 60 000 rebonds, l'échec, mais aussi le rebond qui vient derrière. Et c'est ce qui nous intéresse. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, Sofiane. Eh bien justement, on part pour une séance de rebond avec vous, Philippe. Élodie nous dit, à la suite d'un licenciement, je me pose la question de créer ma propre entreprise. J'ai des idées, mais rien de concret. C'est pas vraiment une question, mais c'est un appel du pied, là. C'est une situation qu'on rencontre souvent et qui est parfois difficile à traiter parce que les personnes qui sont dans cette situation-là se sentent pas forcément légitimes pour aller dans une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Alors il y a quelques associations qui peuvent traiter ces sujets-là. C'est vraiment des sujets de tout début. Tout début. Une association comme Femmes des Territoires, par exemple, très intéressante là-dessus parce qu'elle permet, avec à la fois des coordinations régionales, de se retrouver avec un autre groupe de femmes, parce que parfois aussi il y a une autre barrière. Pour une femme, d'aller dans un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises composé principalement d'hommes, c'est pas toujours très facile à faire. Donc aller dans un réseau féminin, c'est aussi un des moyens de franchir cette étape assez facilement. Il y a des associations comme Les Premières aussi, qui accompagnent les femmes, Action L, pour pas les oublier. Donc, et Force Femmes, mais Force Femmes, c'est plus pour les femmes qui ont plus de 45 ans et qui voudraient passer à la création de l'entreprise. Guylaine. Oui, je dis, il y a aussi quand même France Travail qui propose beaucoup de prestations d'accompagnement, que ce soit femmes ou hommes, à la création d'entreprise. Il ne faut pas hésiter. Nous, on a un dispositif particulier qui est, ça s'appelle Direction Gestion de l'entreprise, qui est pour l'aide à la création. Et surtout, ce qui me semble important dans la question, je m'excuse. Mais non, mais allez-y. C'est que quand on peut avoir l'idée de créer une entreprise, mais il faut absolument qu'on soit accompagné pour asseoir le projet et pour pas partir à nouveau au mur, quoi. Parce que c'est vraiment, voilà. Message que je porte très souvent, on comporte très souvent ici. Ne pas rester seul et se faire accompagner. Parce qu'on peut se tromper, quoi. On peut se dire je peux le faire et puis après se retrouver devant des obstacles insurmontables. Quand on est dans le concret, c'est bien d'avoir des miroirs, effectivement. Mais effectivement, Alexandre nous posait la question l'autre jour. On parle beaucoup des réseaux féminins. Alexandre a raison, c'est parce que ce sont des réseaux spécifiques pour les femmes, parce que les réseaux qui existent historiquement ne leur parlaient pas forcément spécifiquement. Mais il nous demandait s'il y avait des réseaux masculins. Je suis tentée de lui dire tous les autres. Mais malgré tout, on peut donner quelques exemples. Vous avez raison de citer Guylaine France Travail, qui s'adresse à tout le monde. Il y aurait dans les CCI, d'abord des chambres consulaires. Les CCI, les CCI sont équipés avec des personnes qui sont en mesure d'accompagner et de vous aider dans la création. Puis après, il y a des grands réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, Initiative France, et qui peuvent même déboucher sur des prêts d'honneur. C'est-à-dire, si votre dossier est éligible, eh bien, à un moment, ces structures-là peuvent vous prêter de l'argent pour permettre d'amorcer d'autres crédits avec les banques. Il y a Réseau Entreprendre, qui est extrêmement connu, donc il ne faut pas l'oublier aussi. Et j'en oublie plein et je vais me faire beaucoup d'ennemis. C'est pas grave, mais on aura le temps de compléter dans cette émission la prochaine fois que vous reviendrez. Sébastien, vous aviez quelque chose à dire pour compléter ? Oui, alors après, si on a un compte personnel formation, on peut bien sûr suivre des formations pour... nous, on propose un certain nombre de formations sur ce sujet, et notamment les écueils qu'il peut y avoir. Est-ce que je dois m'associer ? Comment faire mon business plan, mon plan financier ? Comment je dois gérer une société ? À qui je dois m'adresser ? Quels sont les interlocuteurs, etc. Ces fameuses premières questions qu'il faut se poser au début. Vous réagissez à nos questions et à nos sujets.
Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Une question pour notre experte formation et reconversion professionnelle du jour, c'est vous Guylaine. Je suis en reconversion professionnelle, nous dit Imad. À quelles aides suis-je éligible pour une prise en charge et vers quel type d'organisme dois-je me tourner? Guylaine. Alors, d'abord, avant de faire, il y a un certain nombre d'aides pour se reconvertir. Tout dépend de la situation de la personne concernée. Elle est demandeur d'emploi ou non. Donc, elle peut passer par le cadre du CPF. Il faut de toute façon, le conseil que je lui donnerai, c'est d'aller vers un conseil en évolution professionnelle qui va l'aider à bien diagnostiquer son besoin. Et ensuite aller vers des organismes de formation qui vont proposer des dispositifs qui vont lui correspondre. Et les aides, que ce soit par l'intermédiaire de l'OPCO, de France Travail avec l'AIF individuelle ou des actions collectives, il y a les conseils régionaux qui proposent des dispositifs de formation. Le plus important, c'est d'être accompagné par un CEP et vraiment faire l'analyse initiale du besoin. Parce que sans ça, on risque là aussi de prendre n'importe quelle formation ou celle qu'on pense qui correspondrait le plus et se tromper. Oui, et là, voilà. Et c'est pas parce que c'est facile d'y accéder, parce que Oui. maintenant tout est numérisé, tout est facile d'accès, qu'il ne faut pas se faire aider et se faire conseiller. C'est bien de le rappeler. Sofiane. On passe à la question du jour, celle qu'on vous pose tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business. Et on parlait commérage au bureau. Est-ce que c'est un fléau ou un moyen de nouer des relations entre collègues, de devenir amis? On en parle aujourd'hui parce qu'il y a des études compilées par The Conversation qui nous disent, curieusement et peut-être de manière un peu inquiétante, nous avons constaté que les ragots négatifs étaient un moyen plus efficace de nouer des amitiés que les ragots positifs, donc dire du mal de ses collègues, à condition que les intentions soient interprétées comme authentiques, donc de dire du mal de ses collègues, mais vraiment de le penser. Et cet autre extrait qui m'a amusé: si le destinataire juge que les intentions de la commère sont authentiques et sincères, c'est une manière de s'ouvrir à une opinion réelle sur ses collègues et ça peut favoriser une nouvelle amitié. C'est quand même dangereux, le commérage, juridiquement parlant. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on risque quelque chose en commérant trop, par exemple? Alors, quand ça passe après sur des propos qui sont proches de l'humiliation, de l'injure, là, ça commence à poser problème et effectivement, ça pourrait être sanctionné. Ou faire circuler de fausses informations, par exemple. Ou la diffamation, potentiellement faire circuler de fausses informations qui nuit en fait à la personne, à sa carrière professionnelle potentiellement, qui peut lui bloquer des promotions. Enfin, tout ça est évidemment pas très 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 opportun en entreprise, mais effectivement, c'est un peu ce qui se passe en entreprise quand même en général. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas la nature humaine où un groupe se retrouve et il finit par dire du mal des autres? Sébastien. Ça se retrouve en entreprise, ça se retrouve partout. Dès qu'on a une interaction avec les gens, on propage des nouvelles, qu'elles soient positives, négatives, etc. Et puis ça fait partie aussi, quand on ne connaît pas les gens, c'est un moyen de jauger les gens pour voir s'ils ont les mêmes valeurs que nous, pour voir si on est sur le même positionnement. Donc ça fait partie des interactions. C'est aussi une façon de se faire sa place, c'est ce que vous dites, en quelque sorte, de trouver sa position. Oui, et puis de savoir quels sont les collègues qui sont réceptifs, qui ne sont pas réceptifs, si on a les mêmes personnes qu'on déteste. Oui, mais en même temps, on soude un groupe autour d'une ou de plusieurs personnes qu'on déteste finalement. C'est souvent comme ça que ça se passe, même en entreprise. Ah oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir réagi sur les réseaux sociaux. Lydia nous a dit par exemple sur LinkedIn, c'est un fléau qui m'insupporte. Il y a des personnes qui passent leur temps à commérer plutôt qu'à travailler. Alim, lui, perd pas le nord. Il dit c'est même une perte de temps et de rentabilité du point de vue de l'entreprise. Il doit être patron, Alim, visiblement. Ça doit être ça. Je suis d'accord sur ça. Sophie dit le pire est que quand tu ne commandes pas leur ragot, elles te jugent et te font passer pour quelqu'un de hautain. Quand on a des valeurs, on ne peut pas se permettre d'être hypocrite et de parler sur le dos des autres. On peut avoir des valeurs et être un peu commère, non? Ça n'empêche pas, on est d'accord. Oui. Après, ça dépend probablement un petit peu aussi de ce qui est diffusé dans l'entreprise, de l'ambiance générale de l'entreprise qui peut amener à avoir plutôt des conversations positives et donc un peu moins dans le ragot et puis des ambiances un peu plus tendues où là, effectivement, les ragots on se développe. Et Cyril d'ailleurs est un peu plus conciliant parce qu'il dit c'est les deux, ça favorise l'amitié et en même temps ça peut être un fléau, ça dépend qui est visé par les rumeurs. Et on vous a pas dit quelque part que, parce que c'est souvent ce que j'entends moi de la part des hommes qui disent finalement quand il y a des femmes qui sont entre elles, ça commère plus que quand il y a des hommes qui sont ce qui est parfaitement faux. Ce qui est parfaitement faux finalement. Il faut le dire. Ah ouais. On combat les idées reçues. Exact. Sofiane. On commère autant que les autres.
Si ce n'est davantage, en tout cas. Je vous Plus confirme. discrètement. Ouais, je suis même pas sûr. Sur LinkedIn, Aurélie nous complète ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entreprise et sur les aides aux entreprises. Elle nous dit pour monter son entreprise, il y a aussi un dispositif avec la CCI. Nous pouvons avoir un accompagnement de 10 heures pour 75 € seulement. Voilà, quand on a un projet dans la tête, il y a quelques critères à valider, notamment être demandeur d'emploi, etc. Mais il y a l'aide des chambres de commerce et d'industrie. Exactement. Continuez à nous écrire et à réagir sur nos sujets. Question suivante, Sofiane. C'est une question management et entrepreneuriat. Donc pour Sébastien, c'est Béa qui nous dit tout le monde rêve d'être à son compte. Très bien, mais à quel prix ? À quel prix ? Alors, être à son compte, alors, moi je pars déjà du principe que tout le monde n'a pas le profil pour être à son compte. On est d'accord, on le dit Il y a souvent des gens aussi, qui sont faits pour... Alors ça, on le définit aussi en bilan de compétences, mais il y a des gens, il y a des cadres. Il y a des gens qui ont besoin d'un grand terrain de jeu et d'autres qui ont besoin d'un petit terrain de jeu et d'être suivis, accompagnés. Et donc ça, le salariat, c'est plus fait pour ces gens-là. Après, en effet, il faut avoir une idée. La première des choses, c'est que de se lancer, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de fonds, si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas quoi faire, dans quelles circonstances, il faut attendre. Il faut attendre que ça mûrisse, en parler avec les gens, et puis finalement peut-être se trouver des alliés, les futures personnes, les futurs partenaires, etc. Donc ça, on ne se lance pas comme ça parce qu'on a envie de se lancer. Oui, il y a des risques, c'est ce que veut dire effectivement, bien sûr. c'est ce que veut savoir Béa, c'est que effectivement ça a un coût et il faut que ce soit très réfléchi, très bien monté dès le départ. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Philippe, par exemple. Alors oui, effectivement, et on expliquait qu'il fallait s'entourer. Quand l'idée commence à germer, il faut s'entourer pour la faire germer dans de bonnes conditions et éviter des pièges et des erreurs. Ce qu'il faut aussi, c'est un moment, il faut pouvoir en vivre, parce que malheureusement, on parle beaucoup de création d'entreprises, on parle d'1 million de créations d'entreprises, je sais pas forcément les chiffres exacts, mais combien arrivent... Beaucoup d'auto-entreprises, notamment micro-entreprises. Oui, avec beaucoup de micros, beaucoup d'auto-entrepreneurs et qui n'arrivent pas à en vivre. Donc attention, si au bout d'un moment, cette volonté d'être à son compte fait qu'on n'arrive pas à en vivre, il faut tourner Kazakh, si je puis dire, il faut revenir vers le salariat, et ça, c'est un vrai sujet. Au bout de combien de temps on se dit 1 an. 1 an, oui, je partage. Au bout d'un an, il faut vivre de son activité. Il faut commencer à pouvoir se payer au bout d'un an, sauf circonstances exceptionnelles. Voilà, d'accord. Alors, il y a un cas particulier sur les organismes de formation où il y a des formateurs qui sont de plus en plus auto-entrepreneurs et qui se font rémunérer sur facture, et ce qui leur permet d'avoir une latitude à la fois du choix de pouvoir travailler pour de plusieurs organismes différents. Et là, ils s'en sortent bien, puisque de toute façon... Ils travaillent directement, ils travaillent sur facture. Par contre, pour l'organisme de formation, quelquefois, ça ne permet pas la fidélisation de l'équipe. Oui. Parce que c'est la bile et que les gens s'échappent, quoi. C'est un peu à la carte, mais... Et nous, on le voit également, malheureusement, chez 60 000, sur ceux qui ont dû fermer l'entreprise et qu'on accompagne. On a quand même un gros pourcentage qui rebondit en salariat. Certes, certains rebondissent en salariat, on en parlait tout à l'heure, parce que il faut remplir le frigo et il faut retrouver des revenus parce qu'il y a la famille qui est là. Mais il y en a aussi qui rebondissent dans le salariat parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas fait, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, pour l'entrepreneuriat, il ne cochait pas toutes les cases pour être un entrepreneur, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Beaucoup sur cette antenne, c'est qu'il y en a qui font les deux. C'est-à-dire un peu de salariat et ils complètent par de la formation s'ils peuvent le faire. De plus en plus. Voilà, avec l'accord de leur employeur, bien sûr, mais ils peuvent faire les deux. Et puis, il y a aussi peut-être autre chose, je m'excuse, sur la question, à quel prix, c'est à quel prix personnel aussi. Tout à fait. Parce que l'investissement, quand on monte une entreprise, il est à 300%. Il est colossal. Et selon si on a des enfants, si on doit s'occuper, moi je parle en tant que femme, mais c'est pas évident, quoi. On sacrifie aussi beaucoup de choses. Et ça, il faut en être conscient. Dès le départ. Il faut que travaille énormément. Il faut que l'environnement accepte aussi. La famille accepte. Et on parlait des femmes qui sont un peu plus retenues, justement, par les responsabilités familiales et qui n'osent pas forcément passer le pas. Parce que l'environnement familial n'est pas forcément hyper enthousiaste à l'idée. Ou à peur. Ça peut être les deux. On va y revenir dans un instant. On va parler aussi du réfrigérateur, Sofiane. Oui, je sais, mais c'est une question vie de bureau. Tout à fait. D'accord. J'envisage d'installer une étagère free food de nourriture en libre service dans le réfrigérateur du bureau, donc partagé. Est-ce que c'est une bonne idée? On verra ce que en disent nos experts et vous réagissez sur les réseaux sociaux de BFM Business avec vous. À tout de suite.
BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On continue à parler de nos sujets aujourd'hui avec nos experts. Il y a une adresse à connaître et on la rappelle, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr et puis les réseaux sociaux de l'émission sur LinkedIn, sur X, vous envoyez vos messages jusqu'à 13h. Avec nos experts, Sébastien Foix, président de Léonard Conseil, Guylaine Soavi, fondatrice de l'AECD et d'IDEV, deux associations qui œuvrent pour la formation et la reconversion professionnelle. On parle de rebond avec Philippe Fourquet, président de la Fédération des associations 60 000 rebonds, et de vos questions juridiques avec Élise Bénéat, avocate de chez Depardieu, Brocas, Maffei. Et on a parlé de nourriture et de réfrigérateur il y a un instant. Oui, c'est un sujet d'entreprise. En même temps, il est 12h30. C'est peut-être l'heure justement d'aller récupérer sa gamelle ou son plat, c'est mieux dit comme ça, plutôt, à l'intérieur du réfrigérateur de l'entreprise. Mais ça peut être au cœur de tensions, d'où cette question. Est-ce qu'installer une étagère free food, c'est-à-dire partagée, où chacun peut mettre sa nourriture et chacun peut se servir, peut être une bonne idée? Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des points juridiques à vérifier, par exemple ? Alors, ça veut dire que du coup, il y a une petite cuisine qui est prévue. Donc ça, c'est tout à fait possible. S'il y a une étagère free food, il faudrait au moins qu'il y ait une table et des chaises pour faciliter un petit peu la convivialité. Parce que l'idée, j'imagine, c'est de permettre aussi à chacun de déjeuner ensemble plutôt que d'aller chercher son repas dans le frigo et puis ensuite de manger devant son bureau, qui n'est pas forcément normalement juridiquement tout à fait possible. Donc l'idée, c'est que si ça peut faciliter la cohésion, mais qu'il y ait une cuisine avec suffisamment de place pour que chacun puisse déjeuner ensemble, ça, c'est idéal, à mon avis. Après, prendre son déjeuner et aller le déjeuner devant son PC, ça, c'est beaucoup moins une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir, effectivement, parce que ça arrive quand même au quotidien. Question suivante, et toutes ces installations, finalement, si, je ne sais pas, il y a une cafetière installée par le patron, un réfrigérateur, tout ça, on considère qu'il est responsable ou c'est plus à lui et à partir du moment où c'est installé, c'est plus... Si, tout ce qui est sur le lieu de travail est sous la responsabilité de l'employeur. Tout le local de travail, toutes les installations, tout est de sa responsabilité. Donc effectivement, il faut être vigilant à ne pas laisser une cafetière ou une bouilloire très ancienne qui est susceptible à tout moment de plus fonctionner. Donc il faut effectivement très régulièrement vérifier, nettoyer, et ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise, pas des salariés. Ouais. Sofiane. Une question pour vous, Philippe Fourquet. C'est Marina qui nous demande, qui est dans le secteur de la vente au détail de pierres et de minéraux, c'est précis. Oula. Depuis le Covid, je ne parviens plus à vendre par Internet comme avant. Que faire ? Alors, déjà, le premier point, c'est de faire un diagnostic, faire un diagnostic de la situation dans laquelle elle est. Alors, généralement, quand on a une entreprise comme ça, on a un expert comptable ou on a un conseil qui est à ses côtés. En tout cas, c'est important de se rapprocher de quelqu'un extérieur à l'entreprise qui va venir faire un diagnostic. Ça peut être aussi, dans certains cas, un pair, c'est-à-dire un autre entrepreneur. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un autre entrepreneur qui peut donner et regarder la situation. Donc, premièrement, faire le diagnostic de pourquoi elle en est là. Quelles sont les solutions qui sont envisageables pour redresser la barre ? On peut très bien constater à ce moment-là que malheureusement, la situation, et souvent c'est le cas, on le voit, elle est irrémédiablement compromise ou elle est trop compromise pour pouvoir la redresser. Dans ce cas-là, il faut mieux assez rapidement aller au dépôt de bilan et arrêter l'activité de l'entreprise. Par contre, si l'activité n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle n'est pas en cessation de paiement, qu'elle n'arrive pas à payer ses fournisseurs et tout ça, et qu'elle a réussi quand même à maintenir à flot l'entreprise, à mon avis, il faut qu'elle mette ce plan d'action avec ce pair, avec ce conseil, et puis qu'elle suive ce plan d'action dans les 4-5 mois qui viennent pour essayer de redresser la barre de l'entreprise. À quel moment on décide de refaire une étude de marché quand on est dans les pierres et les minéraux ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup des fois de se dire c'est peut-être le cœur de l'activité et pas seulement mon entreprise qui a changé ? Exactement, c'est-à-dire que la personne extérieure, elle va faire deux choses. Elle va effectivement peut-être faire une étude de marché pour voir si effectivement elle est bien positionnée ou elle est toujours bien positionnée, ou le marché a évolué et elle n'a pas pivoté par rapport
rapport à ce marché, va regarder aussi les charges de l'entreprise, quel est le coût de structure, qu'est-ce qui tous les mois tombe dans son entreprise et auquel elle doit faire face, pour voir si à un moment on atteint ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui permet de compenser les coûts fixes de l'entreprise. Donc on va faire ce diagnostic-là et on va se laisser, faut se mettre des jalons. C'est souvent ça qui manque, c'est se mettre un certain nombre de jalons dans les mois qui viennent pour se dire on se revoit à certains moments pour voir si on est bien en ligne avec ça. Mais si à un moment on n'est pas en ligne et si on peut plus se rémunérer, s'il y a un certain nombre de questions comme ça qui arrivent, franchement, il faut peut-être mieux passer à autre chose. Dans certains cas, c'est pas très positif ce que je dis là, mais faut mieux. On se fait aider. Faut se faire aider. Voilà, exactement. En cas de doute. Voilà. Sofiane. Roxane dirige une TPE et nous demande: je dois accueillir 3 alternants au sein de ma structure, chose que je n'ai jamais faite jusqu'aujourd'hui. Quels conseils pouvez-vous me donner pour ce baptême du feu? Guylaine. Alors, pour ce baptême du feu, d'abord ce qu'il faut se dire, c'est que un contrat en alternance, la personne en contrat en alternance est un salarié comme un autre, donc il doit être traité comme tous les autres salariés. Le conseil à donner et l'obligation pour l'employeur, c'est de trouver à l'intérieur de son entreprise des tuteurs pour pouvoir bien l'encadrer et que ces tuteurs aient une appétence pour la transmission, parce que ça c'est très important. L'employeur doit le libérer la personne pour aller en centre de formation. Et l'idéal, c'est d'arriver à ce que le centre de formation articule ses enseignements à ce qui se passe en entreprise aussi. Donc l'intérêt, c'est vraiment que la période en formation profite à l'entreprise et que dans l'entreprise, il puisse appliquer ce qu'il apprend en centre de formation. À partir de là, c'est du gagnant-gagnant. Et en général, nos alternants, nous en tout cas, pour IDEV, restent dans l'entreprise parce qu'ils sont conservés. Il faut quand même... C'est vraiment... Il faut quand même garder à l'esprit qu'au début de l'alternance, parce que ça dure 2 ans normalement, on est quand même extrêmement faible en termes d'expérience. Donc quand vous dites c'est un salarié comme un autre, oui, mais c'est un salarié en termes de droit et de protection. Et de protection, c'est un salarié comme un autre. Mais sinon, c'est un salarié en devenir. Voilà. Et donc c'est pour ça que le tuteur est très important dans le choix que l'on fait. Et par contre, là, si elle veut en prendre 3, cette dame, il faut bien voir, il y a 2 tuteurs, parce qu'un tuteur ne peut encadrer que 2 personnes, que 2 alternants. Voilà. Et donc après, il y a des formations, il y a des formations de tuteurs qui existent, il y a des accompagnements que peut mettre en place le centre de formation pour que ce soit le plus efficace possible. Mais les intégrer en groupe, finalement, ça peut être une idée intéressante. Sébastien. Oui. Alors, vous disiez en devenir, oui et non, c'est-à-dire que les grandes entreprises, par exemple, prennent des alternants qui sont en dernière année d'études pour pouvoir les embaucher par la suite. L'objectif, c'est une grosse période d'essai d'1 an ou de 2 ans, ça dépend des contrats, et l'objectif clair pour les grands groupes, c'est justement de pouvoir embaucher juste derrière. Mais quand même des gens qui ne sont pas rémunérés de la même manière, évidemment, et qui doivent faire leur preuve. Très juniors. Ce ne sont pas des sous-salariés non plus. Mais, non, et ce sont des gens en termes d'expérience qui sont juniors. Oui, tout à fait. Mais parfois, ils ont leur alternance, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils font d'alternance. Donc, ils ont acquis quand même une certaine maturité. Ils peuvent voir la différence entre les cours qu'ils ont et effectivement le concret. C'est pas toujours pareil. Ils peuvent se projeter puisque l'entreprise, normalement, les grands groupes, ils ont une démarche qui est très claire dès le départ en disant, voilà, nous, vous allez rester 1 an, vous allez rester 2 ans. L'objectif, c'est que vous restiez. On vous a formé, et ce serait bien que vous restiez dans les effectifs. Effectivement. Ils définissent clairement les objectifs. Mais bon, c'est vrai que dans la majorité des cas, ils méritent un regard particulier et un accompagnement particulier. C'est en ça que je disais qu'il n'était pas comme un autre salarié. Vous continuez à réagir sur notre adresse et nos réseaux sociaux. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Une question de droit social pour vous, Élise. C'est Étienne qui nous demande: est-il possible de licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle? Si oui, quelle est la procédure à suivre? Il vous demande quasiment un tuto pour licencier des équipes là. Alors oui, c'est possible. C'est pas forcément ce qu'on a en tête, parce que quand on pense fonctionnaire, souvent on pense sécurité absolue de l'emploi, aucune possibilité de rupture. Non, c'est pas du tout le cas. L'insuffisance professionnelle,
c'est envisageable pour un fonctionnaire. Après, il y a des procédures particulières qui doivent être suivies. La principale par rapport à un salarié de droit privé classique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un conseil de discipline, alors qui porterait mal son nom pour une insuffisance professionnelle, parce que c'est pas disciplinaire, mais c'est le nom qu'il porte quand même, qui doit être en fait convoqué. On doit envoyer les éléments qui justifieraient une insuffisance professionnelle aux membres du conseil de discipline. Ils doivent être aussi envoyés au fonctionnaire qui est susceptible d'être licencié pour insuffisance professionnelle. Il a la possibilité de répondre, etc. Donc il y a un processus qui est très très protecteur et qui est qui permet en fait aux fonctionnaires de pouvoir répondre et se défendre. À la différence d'un salarié de droit privé qui, quand il est convoqué à un entretien préalable, ne sait pas pourquoi il est convoqué à un entretien préalable. Il n'y a aucune explication, aucune justification à donner et surtout aucun document à lui transmettre avant. Il n'est informé réellement de ce qu'on lui reproche que lors de l'entretien. Et il répond comme ça au tac au tac. Donc c'est une grande différence entre les deux. Effectivement. Ouais. Sofiane. Une question sur l'apprentissage. Constance réagit et nous dit, l'apprentissage va-t-il sauver l'économie française? Alors, oui, il y a l'apprentissage et alternance, c'est vrai, mais est-ce que c'est l'avenir de l'entreprise? L'avenir, j'espère que non. Parce que l'apprentissage, comme son nom le définit, c'est pour apprendre, c'est pas pour... on n'est pas dans le travail effectif d'un collaborateur lambda. Alors parfois, il y a ce que vous voulez dire peut-être, c'est qu'il y a une forme de détournement, c'est-à-dire d'utiliser en effet des alternants ou des stagiaires de manière quasi permanente. On le voit parfois. Ce qu'on a vu surtout, c'est que quand les conditions ont été facilitées pour les entrepreneurs, le nombre d'apprentissages mais la prime baisse a explosé. À partir de septembre. Mais voilà, du coup, marche arrière. Oui, la prime va baisser parce que de toute façon, il n'y a plus de sous. Donc, on va revenir en fait à un étiage où... Ça va se réguler tout seul. Oui, je pense, oui, clairement. Et après... la prime, je m'excuse, la prime à l'apprentissage va baisser pour les apprentis de haut niveau. C'est-à-dire pour les bacs plus 3, 4, etc. Alors pour que sous les bacs... En infra-bac et bac plus, jusqu'à bac plus 2, la prime ne baisse pas. Oui. Et je dirais que, moi, là où c'est peut-être pas l'avenir de l'économie, mais c'est très important pour... L'alternance est vraiment très importante pour les jeunes en apprentissage et pour les entreprises. Alors pour le coup, pas pour manger du stagiaire ou manger de... C'est pas ça du tout. C'est juste un bon moyen d'insertion. C'est un bon moyen d'insertion. C'est le moyen qui va permettre c'est vraiment la pédagogie expérientielle. On apprend à l'école, c'est bien, mais en faisant, c'est encore mieux. Oui. Et les jeunes qui sortent de l'enseignement initial, où ils ont un beau diplôme, et quand ils arrivent dans l'entreprise, non, ils ne sont pas employables tout de suite. Parce que c'est ceux qui ont fait l'alternance qui sont employables avant. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Et là, on le voit, moi je le vois tous les jours. Et ça se fait d'ailleurs beaucoup en Allemagne, etc., dans d'autres pays. Voilà. C'est une habitude. On était un peu en retard quand même. Ah oui, exactement. On clôture juste en expliquant par ailleurs que sauver l'économie française, c'est plutôt l'inverse, parce qu'on avait parlé, vous savez, de cette productivité en baisse dans les entreprises. Et en l'occurrence, une partie de cette baisse de productivité depuis le Covid est imputable à l'explosion de l'apprentissage, puisque par définition, les apprentis sont un peu moins productifs que le reste des salariés français. Il faut le temps de les former, ça peut être un des aspects qui explique effectivement. Sofiane. Une question pour Philippe Fourquet d'Aminata. J'ai déposé le bilan et mon entreprise a été mise en liquidation judiciaire. Je ne perçois aucune allocation. Comment puis-je m'en sortir? Philippe. Alors déjà, plusieurs choses. Donc après... ils peuvent être éligibles au RSA. S'il n'a absolument aucun revenu, il peut, et qu'il répond aux critères, il peut être bénéficiaire du RSA. En tout cas, il faut qu'il se rapproche aussi de France Travail, parce que même s'il n'a pas d'indemnité ACDIC ou d'indemnité de chômage, il pourra bénéficier des services de France Travail. Donc les services, on en parlait tout à l'heure, les services de France Travail pourront l'aider à retrouver un job et à retrouver. L'autre chose aussi qui est fondamentale, hormis ces aspects par rapport à France Travail, c'est de se rapprocher de réseaux comme les nôtres, comme 60 000 rebonds ou d'autres, mais qui vont l'accompagner pour essayer tout de suite de retrouver ce qu'on appelle un job relais. Oui, c'est ça le fameux job qui permet de... remplir le frigo, de stabiliser un peu les choses. Donc tout de suite, ça c'est très important, et qui vont lui faire réfléchir, qui vont lui permettre de prendre ce temps de pause. Déjà de sortir de la posture dans laquelle il peut être en disant finalement j'ai dû liquider ma boîte, je suis un nul quoi. Trop souvent, et ça on en a parlé ici, et il faut en reparler. Ce regard sur l'échec en France, il est encore trop stigmatisant
par rapport à, que ce soit les entrepreneurs, mais globalement, le regard qu'on porte sur l'échec. Donc le fait de se rapprocher d'un réseau, de sortir, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que la sienne, hein, de se recréer un nouveau réseau avec ces personnes et d'être accompagné par des gens qui vont l'aider à voir toute la force qui est en lui, parce qu'il a énormément de force et de puissance, va lui permettre de repartir sur de bonnes bases. Donc vraiment, ne pas rester seul. L'importance de l'échec dans la réussite, on le dit, et dans le rebond, la réussite suivante. D'ailleurs, la preuve, il a été créé récemment par la ministre des PME, Olivia Grégoire, un groupe de travail sur le rebond et sur le changement de regard sur l'échec. Donc ça montre quand même qu'il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qu'il y a un changement, une évolution au sein de notre société et du regard aussi des pouvoirs publics sur ces questions-là. Ce groupe a deux objectifs. Quelles sont les mesures qui devraient être prises pour changer ce regard sur l'échec en France ? Pour en faire non pas une marque d'incompétence, mais plutôt une belle expérience, comme on le voit dans les pays anglo-saxons. Puis un deuxième objectif dans ce groupe, c'est de favoriser, ce que nous on fait aussi dans le portail du rebond, favoriser des mesures en faveur du rebond des entrepreneurs. Pour pas qu'une fois qu'on a liquidé, on ait un sac à dos trop lourd à porter, de caution, de choses comme ça, qui font que ça pénalise le rebond. Donc ça montre bien, normalement, ce groupe devrait produire ses résultats au mois d'octobre, on en reparlera, mais ça montre que le rebond, c'est quelque chose qui c'est une idée qui est en marche et qui commence à être prise en compte par les pouvoirs publics. Voilà. On parlera effectivement de l'évolution, effectivement. 12h45 sur BFM Business, c'est l'heure de quoi, Sandra ? C'est l'heure de notre question JO, Sofiane. Bah oui. Avec vous, la question JO. On s'est donné pour mission avec Sofiane de voir cette échéance estivale du bon côté, l'optimisme des entreprises, ce que vous mettez en place, les questions que ça vous pose, prendre un peu les exemples convaincants et qui ont été mis en place jusqu'ici, c'est ça qu'on essaye de vous montrer. Et première bonne nouvelle du jour, Jean Castex a annoncé ce matin la fin des négociations sur les primes pour les agents de la RATP. Elles s'élèveront entre 600 et 2500 € pour ceux qui acceptent de décaler leurs vacances d'été ou qui travailleront de nuit, notamment pour ramener les spectateurs. De quoi s'éviter sans doute une grève pendant les JO, reconnaît un responsable syndical, même si pour l'instant le préavis, précisons-le, déposé par la CGT, n'a pas été levé. Voilà pour l'optimisme du jour. Et cette question de Ravière qui nous dit dans quelle mesure des dirigeants d'entreprise se préparent-ils à perdre des marchés à cause des JO ? Sébastien ? Alors, perdre des marchés. Certaines vont perdre des marchés. Alors, les commerçants, par exemple, à Paris, ou les entreprises ou de TPE, par exemple, qui sont situées à Paris même, je pense que ça va être une horreur pour eux. Je pense, bon. Voilà pour la dose d'optimisme. Pourquoi concrètement, Sébastien ? Parce que certains passants seront remplacés par d'autres. Non, parce qu'il y aura des problèmes de circulation, parce qu'il y aura des zones qui seront réservées aux JO et à tout ce qui est organisation des JO. Oui. Et donc forcément, ça risque d'occulter en tous les cas une partie de leur activité. D'accord. Par contre, l'organisation, je sais plus comment ça, le comité d'organisation des JO, le COJO, passe des marchés très régulièrement, notamment avec des PME et avec des TPE. Et donc ça favorise quand même. Ça favorise justement les appels d'offres. Il y aura des gagnants, Donc il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Oui, c'est ça, dans les deux sens, Élise. Et une loi a été votée le 19 mai pour faciliter en fait des dérogations au repos dominical pour permettre aux entreprises qui vendent de la nourriture d'être ouvertes tout le dimanche. Il n'y a pas besoin de faire de dérogation à chaque fois et c'est une dérogation qui va être ouverte si on répond à certaines conditions avec du volontariat des salariés. Il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Le télétravail, donc ça c'est plutôt pour le rapatriement des salariés chez eux. Qui est très très fortement préconisé pour éviter trop de difficultés de transport. Mais il y a effectivement une loi qui a été votée, un guide qui a été mis en ligne aussi pour expliquer aux entreprises leurs possibilités pour un petit peu mieux aborder les JO, parce que ça effectivement. Et la préfecture communique beaucoup là-dessus. Et la préfecture, et c'est la préfecture qui donnera les autorisations de dérogation, notamment pour le travail le dimanche. Moi j'ai assisté à une réunion justement avec la préfecture via le MEDEF qui disait que donc elle ferait tout pour faciliter le télétravail. Qu'elle tiendra au courant, notamment les entreprises qui sont sur Paris, des difficultés de circulation.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et que les demandes de travail partiel seront étudiées au cas par cas. Oui, c'est ça. Donc il y a toute... On a une batterie d'outils quand même en entreprise qu'on a pu tester ces dernières années, notamment pendant le Covid, qui vont servir aujourd'hui finalement, Sébastien. Oui. Mais ça veut dire que l'État a pleinement conscience des difficultés et ne veut pas endiguer en fait la partie économique. Mais il faut que ça se fasse en association, Élise. Oui, tout à fait. C'est pas évident quand on en discute un petit peu. Pour l'instant, les entreprises sont encore un peu dans l'inconnu, se demandent un peu, et notamment sur la problématique du télétravail, se pose la question quand même de savoir si ce télétravail va pouvoir être imposé ou pas. Il a pu l'être pour le Covid, par exemple, parce qu'on a considéré que c'était une circonstance exceptionnelle. Se pose la question de savoir si les JO le sont. C'est pas du tout la voie qu'a pris le gouvernement, qui recommande fortement le télétravail, mais ne va pas jusqu'à dire si, collectivement, les employeurs pourront l'imposer. Ce sera vraiment encore, pour le moment, c'est vu encore comme quelque chose de volontaire. Ce sera un peu au cas par cas. Mais ce qu'on dit souvent dans cette émission quand on parle des JO, c'est l'anticipation, c'est ça qui est important, et on est encore dans les délais. Sofiane. Question pour Élise, puisque visiblement vous êtes au fait de toutes les nouvelles lois. Évidemment, mais oui. Celle sur les congés payés dont on parle beaucoup, acquis en cas d'arrêt maladie, évoque une obligation d'information à la charge de l'employeur, nous dit Fatou. En quoi consiste-t-elle cette information? Élise. Oui, alors ça, on en a beaucoup entendu parler de cette problématique d'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. La loi française, jusque le mois dernier, ne prévoyait rien, c'est-à-dire qu'on n'acquiert pas normalement de congés payés pendant la maladie, et c'était en contradiction avec les règles européennes. Et tout dernièrement, en septembre, la Cour de cassation a lâché la décision en disant si aussi en France on acquiert des congés payés pendant la maladie, parce que un salarié qui est malade, quand il revient, ne doit pas avoir perdu ses congés qui précèdent et a pu en acquérir pendant les périodes de maladie. Et ensuite, il y a toute une réglementation qui est mise en place, qui n'est pas forcément ultra simple pour les entreprises à appréhender, mais parmi cette réglementation, il y a effectivement l'obligation, quand le salarié revient de maladie, de l'informer des droits à congé qu'il avait en partant et qu'il a acquis pendant son arrêt de travail. C'est quand même un sacré casse-tête, non? J'imagine tout le monde en train de faire des calculs sur son tableau Excel, ça me paraît compliqué. Il y a des problèmes de casse-tête pour calculer les congés, il y a des problèmes pour les périodes, les prescriptions, etc. C'est un gros casse-tête. Et la question de savoir aussi comment on informe les salariés. Est-ce qu'on les informe simplement, par exemple, avec leur bulletin de paye qui peut être mis en ligne, tout ça, ou est-ce qu'on doit envoyer un recommandé pour avoir une preuve, tout ça, et pour les services paye et les services RH, un énorme casse-tête de savoir si on doit individualiser, si on fait des informations collectives, c'est pas évident. D'autant que, si je ne m'abuse, on doit simplifier le bulletin de paie. Là, ça va pas totalement dans le même sens quand même. Tout à fait, il va falloir 15 lignes. Exactement, il va falloir rajouter une ligne. Je ne sais plus, la date de mise en œuvre, c'est un c'est en cours, là, ça y est, la loi a été votée. En arrière. Ah non, alors on repart pas en arrière. Si on peut repartir en arrière, si pour les congés payés qui ont été acquis sur les années précédentes, oui, on peut repartir en arrière. Il y a des prescriptions, mais oui, c'est possible. Là, c'est un casse-tête. Oui, ça va un petit peu Bénéa, qui est notre experte des congés payés sur ce plateau. Sofiane. Une question pour vous, Guylaine. C'est Elisa qui est employée dans l'administratif qui nous demande. Beaucoup d'organismes proposent des formations groupées, mais comment puis-je faire pour bénéficier d'une formation sous un format individuel ? Alors, la formation individuelle est à la mode, donc il faut simplement se rapprocher d'un organisme de formation qui fait de l'individualisation. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que à l'heure actuelle, on peut faire une formation en collectif avec d'autres personnes sur le même diplôme, mais avoir une prise en charge individuelle. Le plus important, c'est l'évaluation des besoins de départ, le positionnement de départ, arriver à évaluer les compétences du candidat, de l'apprenant, pour savoir, en fonction des objectifs visés, qu'est-ce qu'il lui faut en termes de contenu, quel type d'apprentissage mettre en place, quel support lui proposer. Est-ce un support dématérialisé? Est-ce du blended learning? Est-ce du présentiel dont elle a besoin, etc. Et à partir de cette évaluation de départ et de la discussion avec cet apprenant, on va pouvoir lui proposer un plan de formation individualisé et on aura une formation qui matchera avec, qui sera très efficace. Voilà. On a une question sur oui, Sofiane, de Claude, par mail avec vous à bfmbusiness.fr, qui nous dit: pour l'alternance et l'apprentissage, les tuteurs et les maîtres sont-ils bien formés pour transmettre? Parce que moi, mes 2 enfants souhaitent abandonner leur alternance alors que leur métier leur plaise beaucoup. Guylaine. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver un CFA qui ait une approche pédagogique particulière. Nous, sur IDEV, on met vraiment en place, mais parce qu'on a cette culture AECD de longtemps,
sur l'accompagnement, il faut absolument accompagner les alternants et les employeurs et former les tuteurs. Donc il existe des formations de tuteurs, d'apprentissage. C'est ce qu'il faut essayer de défendre auprès des employeurs. Et s'il n'y a pas un travail main dans la main entre l'employeur et le CFA, ben c'est là que ça pêche et malheureusement, il y a des abandons. Je pense que selon les CFA, il peut y avoir jusqu'à 30% d'abandon, ce qui est énorme. Ah oui. Ce qui est énorme. On l'entend régulièrement. Je pense que le choix de l'école est très important. Et quelquefois, on va choisir des écoles qui ont une grosse notoriété, mais c'est pas pour ça que l'accompagnement sera meilleur. Voilà. On va répondre à la question du jour, Sofiane. Le commérage au bureau est-il un fléau ou un bon moyen de nouer des relations entre collègues ? Eh bien, vous répondez un fléau largement. Sur LinkedIn, 79%, 69% sur X et 67% sur Instagram. J'aimerais bien savoir quand même si parmi ces 79%, aucun de ces votants ne propage des ragots dans son entreprise. La question de demain, Sofiane. Eh bien, LinkedIn franchit la barre des 30 millions d'utilisateurs en France, dont 800 000 entreprises. Alors, l'utilisation de ce réseau social professionnel est-elle pour votre travail indispensable, plutôt utile ou peu utile ? Vous répondez sur LinkedIn, évidemment, et sur les autres réseaux sociaux. Et on en parle demain avec nos experts. Et on vous remercie de nous avoir suivis sur cette émission qui est disponible en replay dans quelques minutes sur notre site. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos questions sur notre rubrique podcast, sur notre application et notre site à nouveau. Vous continuez à nous écrire avec vous à bfmbusiness.fr et on remercie nos experts Sébastien Foix, Guylaine Soavi, Philippe Fourquet et Élise Bénéat. Merci à tous pour cette émission et pour vos précieux conseils. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Si tout va bien. Si tout va bien, si vous êtes en forme, Sofiane. Et on vous souhaite une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.